Par contre, là où la situation s'aggrave, et ce qui constituerait un des aspects de la sortie de crise pour les Gilets jaunes en France, malheureusement, n'est pas accessible à court terme, et ça, c'est un énorme problème social et économique, c'est que la mondialisation conduit à une polarisation des emplois. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des emplois qui se rétrécissent au milieu du niveau de qualification et qui se développent de plus en plus, soit du côté des emplois très qualifiés, les emplois dans la recherche, dans la publicité, dans le marketing, dans les conceptions des systèmes de logistique, de transport, etc., soit d'un autre côté, du côté des emplois les moins qualifiés, c'est-à-dire les emplois de serveuses, de vendeuses, beaucoup d'emplois féminins, de services à la personne, de manutentionnaires chez Amazon, etc. C'est aussi une conséquence du progrès technique, dont on parle à mon avis beaucoup trop peu, puisque le progrès technique est à l'origine en fait de la majorité de la destruction des emplois plus que la mondialisation. Pensez typiquement à Amazon. Amazon, ça détruit des emplois qualifiés de libraires pour créer des emplois déqualifiés de manutentionnaires dans les entrepôts. Et donc, avec l'effondrement des emplois intermédiaires, c'est la classe moyenne qui est attaquée. Et ça pose un problème politique, ça pose un problème social majeur, parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent sans emploi. Et ça pose un problème politique aussi, parce que la classe moyenne, historiquement, c'est celle qui a soutenu l'État-providence et la démocratie. Je vous donne juste un aperçu pour la France. En France, depuis 2008, on a plus d'1 million de personnes pauvres en plus. 1 million de personnes pauvres en plus depuis 2008 en France. Donc la crise de 2008, on n'a pas fini d'en payer les conséquences. Et on pourrait relire d'ailleurs comme ça la crise des Gilets jaunes comme étant une conséquence de la crise de 2008. Mais en fait, il y a encore pire que ça. C'est un article de Denis Clerc que je cite. C'est que la structure des emplois, elle se déforme en permanence. Une espèce de révolution silencieuse que personne ne voit, mais qui est fondamentale. C'est que depuis 2008, en France, il n'y a quasiment pas eu d'emplois qui ont été créés. Il n'y a quasiment pas eu d'emplois qui ont été créés en France depuis 2008. Un petit peu ces dernières années, mais très peu. Mais les emplois qui sont créés sont des emplois qualifiés. Sont des emplois intermédiaires ou des emplois de cadre. Et les emplois qui sont détruits sont des emplois non qualifiés. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas un niveau de compétence minimale en France aujourd'hui, et que vous avez le malheur d'avoir 40 ou 45 ans ou 50 ans, pour retrouver un emploi, c'est statistiquement impossible. Or, il se trouve qu'une des grandes faiblesses de la France, c'est le système éducatif. C'est régulièrement pointé par les études, là aussi, de l'OCDE. Et en France, nous avons 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans compétences ni qualifications tous les ans. C'est l'échec principal de la société française aujourd'hui. Or, que vont devenir ces jeunes dans les années qui viennent à mesure que les emplois se complexifient? Je lisais un article, pour être conducteur aujourd'hui, pour être chauffeur routier aujourd'hui, il faut maîtriser la lecture et l'utilisation d'un certain nombre d'outils numériques, de gestion du carburant, de gestion du trafic, de gestion des commandes, etc. Donc même pour être chauffeur routier, il faut avoir des compétences minimales en termes de lecture, de mémoire, de capacité d'analyse, de synthèse, etc. Si on ne les a pas acquises en sortant de l'école, il y a un vrai problème. Et donc, parce que ça serait ça, la meilleure sortie de crise pour les Gilets jaunes, ça serait de donner de meilleurs emplois que ceux que les gens occupent. Mais ces emplois-là, en fait, on ne les a pas. On ne les a pas. Et en fait, vous n'avez que deux façons. Il y a un article de Jean Gadret, toujours, qui était paru il y a plus d'une dizaine d'années, qui expliquait que, en fait, il n'y a que deux façons d'avoir un niveau d'emploi très élevé. Il n'y en a que deux dans les pays développés. Et il nous dit, à chaque fois, ça joue dans les services. Parce que c'est dans les services que travaillent les 2/3 des gens. Ce n'est pas dans l'agriculture et c'est assez peu dans l'industrie. Il dit, soit vous faites une économie de petits boulots à l'américaine, qui repose sur de très fortes inégalités, et c'est ce qu'on a tous remarqué quand on voyage aux États-Unis. Il y a un vigile devant chaque magasin. Vous allez dans le moindre café, il y a 4 serveuses, là il y en aurait une en France, etc. Chacun, dès que vous gagnez un peu d'argent, vous avez des babysitters, jardiniers, etc., etc. Donc c'est une économie de serviteurs, en fait, où les écarts de revenus permettent aux gens qui sont très qualifiés d'embaucher beaucoup d'autres personnes. Soit directement, soit indirectement, en allant très souvent au restaurant, etc. Et nous dit, Jean Gadret nous dit, l'autre système, c'est le système suédois. Alors tel qu'il existait dans les années 90 et comme il existe beaucoup moins maintenant,
c'est d'avoir un secteur public extrêmement développé, avec des emplois très qualifiés dans la santé et dans l'éducation, qui permettent là aussi d'offrir des conditions d'emploi aux femmes, mais au lieu que les femmes soient serveuses ou vendeuses comme aux États-Unis, elles sont cadres administratifs, elles sont médecins, elles sont profs dans le système suédois. Et le système suédois, effectivement, nécessite d'avoir des impôts beaucoup plus élevés, mais la qualité des services publics permet à l'économie d'être extrêmement efficace. Donc, par exemple, en Suède, il n'y a quasiment pas de personnes analphabètes. Il y a une efficacité extraordinaire du système éducatif qui permet d'avoir une économie très, très compétitive et là, pour le coup, entièrement tournée vers les exportations avec des produits à haute valeur ajoutée. Donc, vous avez ces deux extrêmes, soit d'un côté, une économie très libérale avec beaucoup d'emplois de très mauvaise qualité, soit au contraire une économie très social-démocrate avec une qualité des emplois très supérieure et un niveau de formation moyen beaucoup plus élevé. Et la France, en fait, est prise entre ces deux modèles. Et évidemment, il y a une résistance sociale et politique à aller vers le modèle américain, ce qui n'est pas possible de toute façon en France, vu le niveau des taxes et des emplois et des cotisations sociales. On ne peut pas avoir l'écart de revenus qui existe aux États-Unis entre la femme de ménage et le cadre, mais on n'arrive pas non plus à avoir le niveau de qualité des services publics et de compétitivité des pays scandinaves. Alors, est-ce qu'on peut augmenter les salaires en Europe? Donc là, si on regarde cette question-là, il faut bien comprendre que la réponse très précise, c'est « ça dépend ». Et ça dépend de deux choses. Donc ça, c'est la seule réponse qui soit intellectuellement honnête, c'est « ça dépend ». Parce que quand vous augmentez les salaires, vous avez deux effets. Vous avez un effet bénéfique sur l'emploi par la hausse de la consommation, c'est-à-dire que lorsque les salaires augmentent, les gens peuvent consommer plus, et donc ça soutient l'emploi. Alors, pas à 100%, parce qu'il y a une partie qui est perdue en importation, mais vous avez un effet négatif de la hausse des salaires, c'est que, évidemment, ça augmente les coûts de production des entreprises, donc ça réduit la compétitivité des entreprises, donc vous perdez des emplois parce que vous êtes moins compétitif sur le marché international. Donc, la réponse dépend des pays. Et il y a un économiste que j'aime beaucoup, je crois qu'il est autrichien d'origine, qui s'appelle Engelbert Stockhammer, qui a fait beaucoup d'études empiriques pour voir si on pouvait augmenter les salaires en Europe. Et il dit, par exemple, effectivement, la hausse des salaires est néfaste pour certains pays. Alors, il cite l'exemple de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark et de l'Irlande, et il nous dit, dans ces 4 petits pays qui sont très tournés vers les exportations, l'effet négatif de la hausse des salaires l'emporte sur l'effet positif. Mais par contre, il nous dit, dans les autres pays de la zone euro, c'est l'inverse. La hausse des salaires donc, a des effets positifs et des effets négatifs, et les effets positifs l'emportent sur les effets négatifs, et donc on peut augmenter les salaires. Et surtout, il nous dit, évidemment, si on réfléchissait à une politique européenne dans la perspective des élections à venir, si on augmente les salaires dans tous les pays de la zone euro, et bien là, c'est très bénéfique pour la zone euro, parce qu'il y a un effet, évidemment, de demande accrue dont bénéficie chacun des pays de la zone euro, puisque au sein de la zone euro, les échanges se font très majoritairement entre pays membres de la zone euro. C'est-à-dire que la zone euro est une zone, en fait, presque fermée. C'est comme les États-Unis, c'est presque une économie fermée. Bon, ça, c'est un truc assez simple. Plus vous êtes une zone géographique étendue, plus les échanges se déroulent à l'intérieur de votre zone. Et donc, 80% des importations et donc 80% des exportations de la zone euro proviennent de la zone euro. Donc, on pourrait, en théorie, mais ça, c'est un truc de tableau noir d'économistes, si on augmente les salaires dans tous les pays de la zone euro, ça bénéficie très largement aux économies de la zone euro. Mais on sait que ça ne se passe pas comme ça. On sait qu'en fait, au contraire, on a une concurrence fiscale et sociale qui est très forte au sein de la zone euro. Il n'y a pas du tout de coordination des politiques sociales, des politiques fiscales. On sait notamment que l'Allemagne, alors ce n'est pas parce que c'est l'Allemagne, mais c'est parce que c'est la première économie de la zone euro, a complètement massacré les salariés de l'ensemble du continent par une politique d'excessive modération salariale qui a été menée, comme toujours, par le camarade social-démocrate Gerhard Schröder, qui a consisté à un recul sans précédent de la part des salaires
dans la richesse nationale en Allemagne. Vous avez une explosion de la pauvreté en Allemagne qui est absolument délirante. Vous avez 20% de travailleurs pauvres. Vous avez des millions de retraités pauvres qui sont obligés de recommencer à travailler parce qu'ils s'en sortent absolument pas. Enfin, il y a un recul social en Allemagne qui est complètement vertigineux, alors que c'est un pays qui accumule des excédents commerciaux. C'est un pays maintenant qui est en excédent budgétaire, mais qui a martyrisé ses employés et ses salariés depuis les années 2000. Et donc ça a eu un double effet. C'est que comme l'Allemagne est le premier marché de la zone euro, et bien évidemment, ça a réduit la demande pour les autres pays, puisque vous ne pouviez pas exporter en Allemagne, puisqu'il n'y a pas de demande en Allemagne, puisque les salaires stagnaient. Et d'autre part, évidemment, ça a exercé une pression à la baisse très forte sur les salaires des autres pays, parce que pour être concurrentiel vis-à-vis des produits allemands, vous ne pouviez pas, vous non plus, augmenter les salaires, puisque les salaires stagnaient en Allemagne. Donc l'Allemagne a complètement, en fait, a activement abîmé le modèle social européen ces dernières années, ce qui n'empêche pas, notamment en France, tous les discours délirants sur le fameux couple franco-allemand qui, évidemment, n'existe pas, puisque c'est l'Allemagne qui domine, mais on a un petit peu de mal à se l'admettre en France, donc on préfère parler du couple franco-allemand, et tous les appels sur la construction européenne qui est en train de déconstruire nos états sociaux année après année. Donc, juste pour vous donner... Donc là aussi, je cite une étude, par exemple, dans les services. Il y a une étude qui a montré que dans les services en Allemagne, entre 1996 et 2012, il y a une stagnation complète du niveau des salaires. C'est-à-dire que pendant 20 ans, le salaire n'augmente pas du tout. Donc, vu que vous avez de l'inflation, vous avez une baisse de pouvoir d'achat. Donc, on a réussi, quand on parle actuellement des difficultés sociales des gens, ce n'est pas simplement que leur pouvoir d'achat n'augmente pas, c'est que le pouvoir d'achat baisse. Et en France, en particulier, moi, j'ai longtemps fait cette erreur d'enseigner à mes étudiants qu'il y avait une hausse du pouvoir d'achat d'à peu près 1% par an. Et en fait, je me rends compte que c'est faux, parce qu'il y a deux problèmes dans la mesure de l'indice des prix. Parce que comme le pouvoir d'achat, on ne mesure pas le pouvoir d'achat. D'accord ? Ce qu'on mesure, c'est la hausse des salaires. Ce qu'on mesure, c'est la hausse des prix. Et le pouvoir d'achat, c'est la différence entre les deux. Mais on ne mesure pas la hausse des prix. Il n'y a pas quelque part quelqu'un qui nous dit la hausse de prix. C'est construit. C'est l'indice des prix qui est construit. Or, il y a deux énormes problèmes dans la construction de l'indice des prix en France. Un que je connaissais et un autre que je connaissais moins. Le premier, c'est la part du logement. C'est-à-dire que l'Institut statistique français considère que quand vous achetez votre logement, à crédit évidemment, vous faites un investissement et que ce n'est pas une dépense de consommation. Donc les gens qui achètent leur logement, les dépenses qui correspondent à ça sont sorties de l'indice des prix. Ce qui fait que dans l'indice des prix de l'INSEE, la part qui va au logement est de 6%, puisqu'on ne prend en compte que les locataires. Donc c'est complètement débile. On fait comme si, en moyenne, les Français consacraient 6% de leurs dépenses au logement, alors que dans la réalité, c'est 25%. Or, et comme j'ai cru comprendre que c'était un léger sujet ici aussi, les prix du logement ont très fortement augmenté en France ces dernières années, et pas que à Paris. Donc là, il y a un énorme problème de mesure. Il y a un deuxième problème de mesure, c'est ce qu'on appelle l'effet qualité. C'est que pour l'INSEE, si un ordinateur coûte 1 000 € aujourd'hui, mais qu'il est 10 fois plus puissant qu'un ordinateur qui coûtait 1 000 € il y a 10 ans, l'INSEE va considérer que l'ordinateur actuel coûte 100 € pour prendre en compte l'augmentation de la qualité. Donc là, on voit bien que c'est aussi... Alors, je ne sais pas quelle est la bonne réponse, parce que ce n'est pas absurde de prendre en compte l'effet qualité, mais le prendre en compte de façon totale, comme ça, c'est débile, puisque, évidemment, d'une part, on a besoin d'avoir un ordinateur 10 fois plus puissant aujourd'hui pour traiter les images, pour pouvoir ouvrir de lourds fichiers, etc. Et que, d'autre part, la consommation, ce que nous rappellent les Gilets jaunes, la consommation, c'est un phénomène social. C'est que vous achetez pas un ordinateur que pour des compétences techniques, ou un téléphone portable ou une voiture. Il y a un niveau de consommation qui nous est martelé chaque jour par la publicité et auquel on souhaite aspirer. Donc il faudrait avoir une réflexion sociale, il faudrait avoir un indice de prix social sur la consommation.
où on ne mettrait pas évidemment les biens les plus chers, mais il faudrait définir ce qu'il y a. Alors évidemment, c'est compliqué, il faudrait travailler avec des sociologues, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Il faudrait définir socialement ce qu'est le niveau de consommation qui est considéré comme normal ou moyen, et voir comment évolue le prix de ce panier. Parce que le problème, c'est que pourquoi est-ce que l'indice des prix augmente aussi peu dans les pays riches? Vous avez des prix qui augmentent et des prix qui baissent. Et les prix qui baissent, c'est justement ceux de l'informatique. Et à chaque fois, on nous dit que les prix de l'informatique s'effondrent. Mais on voit bien que nous, nos ordinateurs ou le prix de nos téléphones portables, ils ne s'effondrent pas tant que ça. Mais c'est parce qu'à qualité constante, effectivement, le prix s'effondre. Puisque nos ordinateurs portables, aujourd'hui, vous savez, ils ont plus de mémoire que n'en avaient les fusées Apollo qui ont atterri sur la Lune, etc. Bon, c'est bien, mais ça ne nous permet pas non plus d'aller sur la Lune. Donc, il y a vraiment un problème. Et donc là, je me rends compte, et c'est un problème en fait aussi de pilotage fondamental pour les dirigeants politiques, c'est qu'ils ont cru les chiffres de l'INSEE, et ils ont cru effectivement, tous les ans, on répétait qu'en France, en gros, le pouvoir d'achat augmentait de 1% par an. Et là, clairement, c'est faux. Et clairement, il y a des millions de gens en France pour qui le pouvoir d'achat non seulement stagne, ce qui est déjà inacceptable, parce que dans nos sociétés basées sur la consommation, on veut que notre pouvoir d'achat augmente tous les ans, ce qui effectivement est un énorme problème, mais il y a aussi des millions de gens pour qui, clairement, le pouvoir d'achat a baissé ces dernières années. Et c'est ça qu'expriment les Gilets jaunes.